Alors, bonjour tout le monde, je me présente, Nicole Saint-Hilaire, je suis administrateur et trésorière du Cercle Finance du Québec. D'abord, je voudrais vous dire merci à tous et à toutes d'être ici ce midi. L'an dernier, dans la foulée de l'EFEA, et sous l'inspiration de Mme Isabelle Hudon, Kim Thomasin, Diane Giard, ainsi que de M. Sylvain Vincent, nous avons compris qu'il est permis et même souhaitable pour nous les femmes d'afficher notre ambition. Un récent sondage, l'EFEA Léger, nous apprend que 73% des femmes se disent ambitieuses, comparativement à 78% des hommes. C'est quand même bien. Mais la partie n'est pas gagnée pour autant. Il reste encore fort à faire pour que les femmes occupent la place qui leur revient, tant dans nos grandes organisations qu'en affaires et en politique. Ensemble aujourd'hui, nous allons nous convaincre d'oser, à la fois sur le plan personnel, familial, professionnel et politique. Parce qu'oser, c'est gagner. Parce que chacun et chacune d'entre nous, les entreprises et la société en général, ne peuvent que s'enrichir si tous les talents disponibles sont mis à contribution pour le mieux-être de notre collectivité. Laissez-moi vous dire que si quelqu'un a expérimenté ce slogan au cours des derniers mois, c'est bien moi. J'ai osé proposer mon projet de colloque à plus d'une trentaine de panélistes de renom, à près d'une vingtaine de partenaires de diffusion, et à plus d'une dizaine de partenaires financiers. Et j'ai gagné. J'ai gagné en termes d'estime de moi, en termes de croyance en mes valeurs pour les avoir tant de fois partagées avec tous ces gens qui ont accepté de venir en témoigner aujourd'hui. J'ai gagné lorsque j'ai vu la fierté dans les yeux de mes deux grands garçons avec qui j'ai discuté plusieurs fois des thèmes et des enjeux de ce colloque. J'ai gagné lorsque j'ai vu votre réel intérêt pour ce que je vous proposais, et ce, au fil des inscriptions. J'ai gagné lorsque j'ai compris que votre présence aujourd'hui signifiait que ce rendez-vous des femmes en finance et en affaires de la grande région de Québec pourrait devenir un événement annuel et que j'aurais plaisir à m'amuser à en organiser d'autres. Je veux aussi que vous sachiez que bien qu'il soit important d'oser pour gagner, il faut aussi savoir s'entourer des bonnes personnes. Et là, vraiment, je dois vous dire que j'ai gagné le gros lot. Tout au long de la préparation de ce colloque, de l'idéation première jusqu'à sa réalisation dans les moindres détails, j'ai été épaulée, stimulée, encouragée, supportée par une équipe de collaborateurs extraordinaires. Je voudrais dire un merci bien spécial, tout d'abord à mon mentor et à mon coach, M. Clément Roberge, puis à ma pétillante et créative Shirley Roy, sans oublier mon efficace et imaginative Élisabeth Pouliot-Roberge, secondée par la courageuse Jessica Ruel-Thériault, qui va prendre sa relève très bientôt. Enfin, tout ceci n'aurait pas été possible, bien sûr, sans l'appui de nos 8 partenaires financiers, dont Desjardins, encore cette année à titre de partenaire platine, et l'Industrielle Alliance à titre de partenaire or. Je vous rappelle que, fidèle à sa mission philanthropique, le Cercle Finance remettra encore cette année 50% des commandites recueillies à la YWCA de Québec. Madame Marie-France Poulain viendra d'ailleurs nous dire un petit mot à ce sujet-là tout à l'heure. Quant à nos 16 partenaires de diffusion, je ne les nommerai pas tous, mais je veux qu'ils sachent que sans leur précieuse collaboration pour faire connaître l'événement, nous ne serions pas aussi nombreux ici aujourd'hui. Vous pouvez d'ailleurs apercevoir leur logo sur notre programme de la journée ainsi que celui de nos partenaires financiers. Enfin, un dernier mot de remerciement bien sincère à nos partenaires d'événements et plus particulièrement à M. Charles-Olivier Roy,
artisan fondateur de Les Artisans du Passage, qui a créé spécialement pour nous le bracelet et les boutons de manchette que nous offrirons en guise de présent à nos panélistes et animatrices bénévoles. Sans plus tarder, je vous présente maintenant les personnes qui prennent place à notre table d'honneur ce midi. Alors, je demanderai aux personnes que je vais nommer de bien vouloir se lever pour que les gens dans la salle puissent bien les voir. Par contre, je vous demanderai de garder vos applaudissements pour la fin. Alors, dans un premier temps, je vous présente Mme Joanne Devin, qui est la présidente du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. La Chambre de commerce de Québec, tout comme l'an dernier, est parmi nos partenaires de diffusion pour l'événement d'aujourd'hui. Certains d'entre vous se rappelleront même que l'an dernier, Alain Aubu, qui était ici, avait dû relever un défi qui lui avait été lancé par Isabelle Hudon. Il y avait eu un petit moment d'hésitation, mais finalement, il avait accepté de relever le défi. Nous avons également à la table d'honneur Mme Marie-France Poulain, qui est vice-présidente du groupe Camada et Calia et qui est également présidente du conseil d'administration de la YWCA de Québec. Mme Poulain va nous dire un petit mot tout à l'heure, comme je vous le mentionnais. Nous avons également l'honneur d'accueillir M. Yvon Charret, président et chef de la direction d'Industriel Alliance Assurance et Services financiers. Alors, comme je vous le disais également, Industriel Alliance, tout comme l'an dernier, s'est impliqué à titre de partenaire financier de l'événement, en plus de nous offrir cette année la participation de M. Charret à titre de panéliste, ce qu'on apprécie très fortement. Nous avons également Mme Emmanuelle Pavillon-Grosserre, qui est consul générale adjointe au Consulat général de France à Québec. Nous aimerions souligner la récente nomination de Mme Laurence Agnaer en tant que consul général de France à Québec. Malheureusement, cette dernière ne pouvait pas être parmi nous ce midi et c'est Mme Pavillon-Grosserre qui la remplace et je l'en remercie. Nous avons également à la table d'honneur M. Michael T. Hackett, qui est consul général des États-Unis à Québec. Là aussi, au Consulat général des États-Unis à Québec, on a maintenant une femme qui est à la tête de l'organisme, mais malheureusement, je crois qu'elle était du même voyage que Mme Agnaer, alors elle ne pouvait être parmi nous aujourd'hui, mais on a la chance d'avoir un homme qui la remplace ce midi. Nous avons, je vais maintenant vous présenter les 4 panélistes de notre dîner-conférence de ce midi. Madame Dana Adès-Landy, qui est la présidente du conseil d'administration de l'Association des femmes en finance du Québec. Madame Julie Lemieux, qui est vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Québec. Madame Marie-Huguette Cormier, première vice-présidente ressources humaines et communications du mouvement Desjardins, ainsi que Madame Pascale Navarro, journaliste et auteur bien connu. Je m'en voudrais d'oublier, bien sûr, Mme Caroline Saint-Jacques, notre précieuse animatrice, qui est directrice générale Relations avec la communauté d'affaires de la capitale nationale à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Alors, avant de vous laisser prendre part à votre repas, toujours en lien avec sa volonté de contribuer au mieux-être des plus démunis de notre société, le Cercle offre chaque année à un représentant de Centraide de venir nous parler un peu de la campagne qui s'amorce. Cette année, nous étions d'autant plus ravis de le faire que pour la première fois dans l'histoire de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, 5 femmes assureront la coprésidence de la campagne. J'invite donc Mme Sylvie Paquette, l'une des 5 coprésidentes, à venir nous adresser quelques mots. Merci et bon dîner. Vraiment, merci beaucoup à la direction du Cercle de nous offrir cette opportunité-là. Et en plus de le faire aujourd'hui, lors d'un colloque pour les femmes, c'est assez pas anecdotique, mais je veux dire, c'est bien aligné ensemble, étant donné qu'il y a une solidarité féminine de 5 femmes cette année qui a été mise en place. Et ce n'est jamais parce qu'il faut 5 femmes pour remplacer 2 hommes, on s'entend, c'est pas la raison. C'est qu'on voulait amener ensemble le visage féminin à la philanthropie, parce que souvent, la philanthropie est plus associée au visage masculin. Et une de mes partenaires, c'est Caroline Saint-Jacques, justement. Je vais vous parler de moi. J'ai des problèmes avec ma voix.
je vais vous parler de moi, je vais vous parler de vous, je vais vous parler de notre communauté, puis je vais vous parler de Centraide. Premièrement, moi, personnellement, je me considère être une chanceuse de la vie. Merci beaucoup. J'ai toujours été une chanceuse dans la vie où on a tous nos enjeux, mais globalement, j'ai jamais eu d'enjeux majeurs. Et je pense, dans la salle ici, vous faites aussi tous partie des chanceux de la vie. J'ai toujours été quelqu'un de généreux, hein, c'est une transmission de valeurs familiales, mais généreux avec la famille, avec les proches, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis avec le temps, apprendre par la sensibilisation à élargir ce que j'appelle le cercle de générosité, donc de donner à plus de gens et de donner plus. Donc je suis certaine que vous êtes tous aussi des gens généreux. Chacun, on a tous notre cheminement personnel face à la philanthropie. Moi, je vous le disais tantôt, c'est pas une valeur qui m'a été transmise par ma famille, la philanthropie. Je l'ai appris puis je l'ai raffinée au fil du temps. Ça a été plutôt facile pour moi d'être sensibilisée à tout le domaine de la santé, parce que ça nous touche personnellement ou ça touche des gens qui sont près de nous. Le volet éducation aussi, hein, qui nous ont formés. J'ai été moins exposée personnellement aux besoins des plus démunis, des plus vulnérables de la société, même si l'organisme à laquelle j'ai donné pour la première fois de ma vie, c'était à Toronto, donc United Way, donc Centraide. C'est la première fois que je faisais un don. Ma mère elle se serait demandé comment ça qu'elle donne à du monde qu'elle ne connaît pas. Mais j'ai donné $1 par paye, c'était 26 $ pour l'année. Je faisais 26 000. Ça faisait 0,1 % de mes revenus qui s'en allaient à United Way. Au fil du temps, évidemment, j'ai été plus sensibilisée, donc j'ai augmenté les montants. Il faut réaliser qu'aujourd'hui, tout le monde peut se retrouver à un moment donné en situation de vulnérabilité. Hein. On a ceux pauvres en moyens, je dirais, financiers qu'on voit facilement, ou les toxicomanes, les prostituées itinérants. Mais il y a aussi les pauvres en moyens. Et ça, même si on l'entend, c'est pas évident de le réaliser puis de dire ça peut être nous, ça peut être notre famille, ça peut être nos amis. Et il y a quelques semaines, j'étais dans un événement, puis un collègue, je parlais de Centraide, je disais que mon implication cette année, puis il me racontait, lui, c'est un CA, cadre chez Desjardins depuis des années. Et il m'a appris que sa fille, en rentrant à l'université, a eu un problème majeur de santé mentale, donc diagnostiqué à ce moment-là, schizophrène, donc assez lourd, donc totalement démuni. Et donc, il n'était pas démuni de moyens financiers, mais démuni de moyens. Et c'est des organismes supportés par Centraide qui ont aidé, lui, personnellement, sa famille, à dealer avec la situation. Donc, on peut tous être touchés un jour ou un autre. Il y a une personne sur 5 dans notre communauté qui bénéficie de Centraide, qui a besoin de Centraide à un moment donné. Centraide, ça supporte 213 organismes ou projets. Et ça ne les supporte pas pour leurs besoins minimums. Pas suffisamment d'argent pour supporter les besoins minimums. Qu'est-ce que ça veut dire pratico-pratique? Ça veut dire qu'il y a des organismes qui donnent des lunchs d'appoint aux enfants dans des milieux défavorisés qui n'ont pas des bons repas le midi. Mais au lieu d'en donner 5 fois par semaine, bien, ils en donnent 2 ou 3 fois parce qu'ils manquent d'argent. Ça veut dire qu'il y a des organismes qui encadrent des bénévoles pour de l'aide aux devoirs, encore dans des endroits plus défavorisés, qui ne peuvent pas encadrer l'ensemble des bénévoles qui voudraient s'impliquer, encore par manque de moyens financiers. Donc, oui, on aide Centraide. Centraide, c'est 13,5 millions à peu près l'année passée, mais il y a quand même encore un besoin supplémentaire. Centraide est très efficace. 85 % des dons ramassés retournent à la communauté. Centraide, c'est pour nous, par nous. En Centraide, c'est 80 %, c'est des gens comme nous qui donnent. Ce n'est pas des grandes institutions qui donnent des millions de dollars. Donc, Centraide, ça connaît les besoins de la communauté, puis ça évalue très bien la capacité des organismes à y répondre. En 10 minutes, je ne peux pas vous parler de plus de Centraide, je veux juste vous inviter, pas à dépenser, mais à investir votre temps pour mieux connaître Centraide, parce qu'en bout de piste, ça nous bénéficie tous d'avoir une communauté qui est plus en santé. Un petit dernier mot sur une réflexion, je vous laisse sur une réflexion à votre propre budget et stratégie de don. Moi, personnellement, jusqu'à il y a quelques années, je n'avais pas de budget de don, puis je n'avais pas de stratégie de don. Je donnais quand on me le demandait, puis des fois, on disait « Bon, mais Sylvie, il me semble que tu devrais donner 2500 ». Oh my God, 2500, je n'aurais jamais pensé par moi-même. Mais si la personne m'en parle, ça doit être que c'est correct à donner.
ce montant-là. Ce que je peux vous dire, c'est au Québec, on ne parle pas de sexe, puis on ne parle pas d'argent. Je ne parlerai pas de sexe midi, mais je vais parler un peu d'argent. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de budget de dons. Et qu'est-ce que ça serait un montant raisonnable de budget de dons pour nous? Et plus qu'on en parle, plus que je suis surprise de ce que j'apprends. Un directeur principal chez Desjardins qui me disait que lui, son budget de dons, il est de 10 % transmis par des valeurs familiales depuis qu'il est tout petit. Je dis, oh my God, moi, j'ai pas ça. J'avais pas ça. Une autre personne me disait récemment qu'à son premier emploi, il a rencontré un conseiller financier pour l'aider à faire son budget, parce que cette personne-là aimait beaucoup le beau linge et les souliers. Et son conseiller financier lui a dit, en établissant son budget, tu devrais avoir 3 % de tes revenus en budget de dons. Donc, c'est des montants qui circulent beaucoup aujourd'hui, de 3 à 5 % pour des gens comme nous dans la salle. La moitié de tout ça, c'est financé par nos crédits d'impôt. Alors, je vous invite à réfléchir à votre budget de dons et évidemment à y faire une place importante pour Centraide. Centraide, ceux qui donnent pour la première fois 1 000 $ et plus ou qui demandent son 1 000 $ et plus par plus de 10 %, c'est matché par des organismes, des compagnies qui se mettent ensemble, qui mettent un fonds. Donc, si vous donnez 2 000 $, on ne dira pas juste 1 000, si on vous donne 2 000 $, il y a un autre 2 000 $ qui est donné par le Fonds des leaders. Donc, votre 2 000 qui vous coûte 1 000 apporte 4 000 à Centraide. Donc, vous êtes tous des gens financiers. Vous voyez comment c'est de l'argent bien investi. Je vais vous laisser manger. Donc, merci encore pour l'invitation. Je vous invite à vous rapprocher de Centraide. Puis, je vous dis qu'une une société heureuse n'est pas une société riche, mais une société qui s'entraide. Et les femmes, je pense qu'on est vraiment un bon visage de solidarité et d'entraide au féminin. Et aussi, donner avec cœur apporte du bonheur. Bonne journée. J'aimerais maintenant vous présenter une femme entrepreneur, très dynamique, qui est présidente du conseil d'administration du Port de Québec depuis 2015, qui est également membre du conseil de l'Industrielle Alliance Assurance Auto et Habitation, et qui occupe aussi les fonctions de vice-présidente du groupe Camada et de Calia Inc. Elle est très engagée dans sa communauté. Elle préside d'ailleurs le conseil d'administration du YWCA, plus communément dit la Y de Québec, depuis octobre 2013. Et c'est à ce titre que nous l'invitons à prendre la parole, Madame Marie-France Poulin. Merci beaucoup, Caroline. Alors, écoutez, c'était très stimulant, votre débat, mesdames. Alors, la YWCA, plusieurs d'entre vous la connaissez. La Y, écoutez, c'est d'abord et avant tout d'amener les femmes vers le meilleur d'elles-mêmes. Alors, ce que vous connaissez de la Y, tout le côté aide, accompagnement que la Y fait auprès des dames, des mamans et de leurs enfants. On reçoit plus de 250 à 300 dames par année. Alors, il y a tout ce volet-là que vous connaissez et que toute notre équipe, il y a plusieurs qui sont ici, prennent bien soin. Et j'étais très heureuse d'apprendre quand Mme Saint-Hilaire m'a annoncé que certains profits de l'événement seraient donnés à la Y. Dieu sait qu'on en a bien besoin. Mais la Y, c'est aussi, comme je le mentionnais, d'amener les femmes vers le meilleur d'elles-mêmes. Et ça s'applique à toutes nous autres. Alors, à travers certains programmes, certains outils très concrets, à travers le programme Leader et décisionnel, alors on forme des dames pour des conseils d'administration. On a des outils, un guide que j'ai laissé malheureusement à ma place, comment accéder à des CA. Alors oui, Julie, il est disponible à la sortie, un outil, comment travailler au niveau de son conseil d'administration pour recruter des dames. Et j'ai entendu tout à l'heure Marie-Huguette et plusieurs d'entre vous parler des jeunes. Alors, on a un programme qu'on vient tout juste de lancer,
je crois que c'est au Cégep Garneau, où on va sensibiliser les jeunes dames de 18 à 25 ans pour les amener, encore une fois, à devenir des leaders vers le meilleur d'elles-mêmes. Alors, moi, je vous remercie beaucoup. Et si vous voulez faire un pas de plus pour la Y, on a également besoin de mentors pour nos programmes. Alors, si ça vous tente de vous impliquer un petit peu plus, vous êtes les bienvenus. Alors, encore une fois, merci. Et peut-être pour continuer de mettre la table pour les ateliers de cet après-midi, on a une courte capsule de 4 minutes qui va reprendre peut-être certains thèmes qui ont été mentionnés tout à l'heure et d'autres. Alors, voilà un volet un peu plus large de la YWCA de Québec. Merci beaucoup. La parité, dans le fond, ça devrait être le reflet des valeurs d'une organisation et de sa responsabilité sociale. Nous, on le prend dans cet angle-là. En fait, la parité, c'est d'avoir 50 d'hommes et 50 de femmes qui siègent à une instance décisionnelle. Mais on parle aussi de la zone paritaire où on parle de 40 à 60 d'hommes ou de femmes qui siégeraient à une instance paritaire. Il y aurait près de 20 de femmes qui siègent au conseil d'administration des 100 plus grandes entreprises du Québec. Ce sont des statistiques de 2014 et on sait aussi qu'il y aurait environ 28 des conseils d'administration qui n'ont aucune femme à leur CA. On avance vraiment à pas de tortue sur ces questions. Des études nous démontrent que ce n'est qu'en 2034 qu'on pourrait s'approcher du 40 de représentativité, ce qui est encore très loin. L'intérêt pour une organisation d'atteindre la parité, c'est vraiment de s'assurer qu'elle a une vision globale des enjeux pour les populations qu'elle représente. Donc, si une organisation offre des services ou a une clientèle visée, bien évidemment, d'avoir le point de vue des femmes, le point de vue des hommes lui permet de trouver des solutions nouvelles, d'aborder les problèmes avec de nouvelles perspectives. Alors, c'est toute une belle occasion à saisir pour une organisation d'avoir une représentation paritaire au sein de son conseil d'administration. L'idée du guide est venue suite à une consultation auprès des organisations de la région qui ont montré leurs défis, leurs obstacles par rapport au recrutement des femmes au sein de leurs organisations, de leurs instances. Donc, pour pallier à ce défi, on s'est dit pourquoi pas un guide pour les accompagner tout au long des étapes de recrutement. Nous avons élaboré un guide très simple en 8 étapes qui sont faciles à mettre en application. Je vous nomme quelques étapes. Entre autres, on suggère de s'assurer de l'engagement des têtes dirigeantes pour que la parité, ce soit vraiment un objectif clair. Ensuite, on suggère de mettre en place un comité de gouvernance qui a un mandat très précis de recruter et de diversifier les gens qui seront autour de la table du conseil d'administration. Et on vous suggère de diversifier vos façons de faire pour identifier de nouvelles personnes qui sortent de votre méthode de recrutement habituelle. Finalement, nous avons élaboré une liste de vérifications qui vous permet de valider où en êtes-vous rendu au sein de votre organisation concernant la parité et où souhaitez-vous vous rendre. Vous retrouverez le guide pour une gouvernance paritaire pour des CA égalitaires en version virtuelle sur le portail femmeengagées.com. Les outils concrets qu'on peut trouver dans le guide virtuel pour une gouvernance paritaire pour des CA égalitaires, c'est une banque de candidates de femmes qui désirent siéger sur des conseils d'administration, des matrices de compétences, donc qui permet d'évaluer la diversité de la composition de son CA. Il y a également des politiques d'égalité, donc pour vraiment, concrètement, augmenter le nombre de femmes. Donc, vous aurez des documents officiels que vous pourrez créer et personnaliser au sein de votre organisation. Parfois, effectivement, il peut y avoir une certaine discrimination. On choisit davantage les hommes que les femmes parce que les réseaux sont ainsi faits que ceux qui sont déjà dans les conseils connaissent des hommes. Mais parfois aussi, c'est un manque de savoir-faire. On ne sait pas comment aller chercher les femmes. On a de la difficulté à recruter. Et donc, l'idée d'avoir un outil simple où on peut se fixer des objectifs, où on peut savoir quelles sont les ressources qui existent pour nous aider, bien, c'est une excellente idée. Nous avons développé un guide qui est vraiment concret, qui est utile. Alors, je souhaite que les organisations fassent l'exercice de se donner des moyens
vraiment concrets et faciles à appliquer pour qu'on atteigne vraiment cet objectif. J'ai espoir que ces outils vont permettre aux organisations de refléter concrètement la composition de la société québécoise.